Depuis le début de la campagne, on entend beaucoup parler de baisse d'impôts, de tarifs douaniers et de la taxe carbone. Mais pendant ce temps, d'autres enjeux majeurs passent sous le radar. Pour mieux comprendre ce que proposent les différents partis, nous avons posé les mêmes questions à leurs candidats, objectifs, comparer leur engagement, sans filtre, sans détour. Les deux plus gros partis, libéraux et conservateurs, n'ont pas voulu participer, mais ce sera l'occasion de se pencher sur les propositions des autres partis qu'on entend moins, sur ce à quoi devrait ressembler le Canada de l'avenir. Cette année, la crise climatique n'est pas au centre des débats dans les campagnes. Pourtant, avec un voisin américain plutôt climato-sceptique, faudrait-il pas qu'on rattrape la donne ? Pour l'instant, en matière d'environnement, au centre des débats, on parle de l'élimination de la taxe carbone pour les consommateurs, voire même pour les industries, et du développement de pipelines et d'oléoducs pour contrer notre dépendance aux États-Unis. Est-ce que ça ne serait pas en train de porter préjudice à l'objectif de réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 45 à 50% par rapport à 2005 d'ici 2035 ? Le Grand Nord canadien est un des endroits qui se réchauffe le plus au monde. Et pour bien des Canadiens et Canadiennes, les changements climatiques, c'est pas vraiment un défi du futur, c'est un défi de tous les jours. Or, on sait déjà que si les engagements climatiques du Canada sont à leur meilleur, ils ne sont toujours pas suffisants pour atteindre les cibles et faire un peu notre part dans cette crise. Donc, qu'est-ce que vous comptez faire pour nous préparer aux défis que le réchauffement va causer et cause déjà pour les Canadiens, Canadiennes et le Canada ? Donc, premièrement, pas de construction de nouveaux pipelines. Ça, je pense que c'est très important. Comme le promet beaucoup de partis. Ouais, beaucoup de partis aujourd'hui avec les tarifs de Trump. Et avec tout ce qui se passe au sud de la frontière, c'est la zizanie. Et donc, on se dit, ouais, on va construire de nouveaux pipelines. Bien sûr, il ne faut pas construire de nouveaux pipelines. Puis, il faut être honnête, c'est qu'il faut arrêter l'exploitation des sables bitumineux dans un avenir proche, si on veut respecter nos engagements internationaux au niveau donc des accords de Paris et autres. Il ne faut pas laisser les travailleurs et les travailleuses de côté non plus. Parce que le Canada, c'est un endroit où le secteur énergétique, le secteur des ressources naturelles est très, très important. Et le Canada n'a aucun contrôle. Pour revenir un peu, je vais faire le lien avec tout ce qui se passe avec Trump et les tarifs. Le Canada n'a aucun contrôle, en fait, sur des pans entiers de notre économie. Au niveau du pétrole, on raffine pas de pétrole au Canada, ou très très peu. Et ce qu'on fait, c'est qu'on l'envoie aux États-Unis, on le rachète donc plus cher aux Américains. Et c'est pour ça qu'on veut faire des pipelines aussi. C'est pour envoyer le pétrole ailleurs. C'est pas un modèle qui fonctionne. C'est un modèle qui est complètement nocif pour l'environnement. Et c'est un modèle qu'il faut changer. Comment le changer? Le changer en mettant en place une vraie transition énergétique juste, où les travailleurs et les travailleuses vont avoir leur mot à dire sur cette transition-là. Juste pour illustrer le tout, je ne sais pas si les gens se souviennent, mais il y a quelques années à Fort McMurray avait été presque complètement brûlé par un incendie de forêt, un des plus gros là, dans l'histoire de Fort McMurray, probablement du Canada. Et à cette époque-là, on avait des PDG à Dallas qui disaient aux travailleurs et aux travailleuses d'aller sur les rigs de pétrole quand les flammes étaient en train d'entourer des rigs de pétrole. On a eu des hélicoptères qui ont dû aller chercher des travailleurs et des travailleuses parce qu'ils étaient complètement entourés par les flammes. Et d'ailleurs, plusieurs personnes pensaient qu'ils allaient mourir à cause de ça. Les PDG, qui sont les meilleurs donateurs du Parti conservateur du Canada et certains du Parti libéral du Canada, ne sont pas les amis des travailleurs et des travailleuses. Tout le projet politique mis de l'avant par l'industrie pétrolière de dire qu'il faut du pétrole canadien et tout ça, c'est surtout pour s'enrichir eux, c'est pas pour enrichir les Canadiens et les Canadiennes. Donc, il faut être audacieux. Il faut dire que l'industrie du pétrole canadien a reçu énormément d'argent public. On parle de milliards, de 3-4 milliards de dollars à chaque année d'argent public qui est donné à l'industrie pétrolière canadienne
faut arrêter avec les subventions. Il faut demander à Steven Guilbeault pourquoi, comme ministre de l'Environnement, il n'a pas arrêté ces subventions-là. Peut-être il a oublié son temps quand il grimpait la tour du CN, je ne sais pas. Il faut lui demander. Mais il faut arrêter ces subventions-là. Il faut utiliser ces subventions pour redonner aux travailleurs et aux travailleuses dans l'industrie du contrôle sur leur vie et sur leur emploi et leur assurer une transition juste. Ça, c'est quelque chose que le NPD propose. C'est quelque chose que des syndicats proposent aussi et c'est la voie de l'avenir. Bien, il y a deux choses à faire. Il faut réduire nos émissions. Ça veut dire qu'il faut faire la transition de nos énergies, de notre industrie pour faciliter ça. C'est pas facile quand depuis 40, 50, 60 ans, l'entièreté de notre modèle économique repose sur l'utilisation d'énergie fossile à cause de choix politiques qui continuent à être faits d'ailleurs jusqu'à maintenant. Alors cette transition-là, elle est longue, elle risque d'être un peu difficile, mais elle est absolument faisable si on y met les deniers publics nécessaires pour le faire. C'est la première partie. Mais même en atteignant nos objectifs, et ce n'est pas le cas présentement, mais en ayant les mesures nécessaires pour atteindre ces objectifs-là, on sait très bien que les changements climatiques sont déjà en marche, qu'on a des communautés à travers le pays qui sont affectées par des inondations, des feux de forêt, des tempêtes, des événements climatiques extrêmes. Ça a un coût sur les sociétés, sur les communautés, partout à travers le pays. On a proposé, on va continuer de proposer d'équiper nos communautés à faire face à ces urgences, quelles qu'elles soient. Donc, pour nous, la préparation à l'urgence climatique, c'est aussi une préparation à d'autres situations qui peuvent s'y apparenter, comme des menaces venant de l'extérieur. Puis dans le contexte américain, on s'entendra sur le fait qu'on a intérêt à avoir une communauté qui est plus forte, une société qui est plus forte, et qui est équipée à faire face à des délestages, à des attaques cybernétiques, à d'autres tentatives de déstabilisation, tout comme à la fermeture de routes, à des glissements de terrain, à des feux de forêt, avec des gens qui savent quoi faire dans des situations d'urgence. Là, j'étais à Whitehorse tout récemment, on annonçait la création, on souhaite créer un corps de défense civile nationale, justement pour équiper les Canadiens à faire face à ces situations d'urgence-là. Comment ça marcherait, justement, ce corps civil? Ça serait quoi exactement? Comment ça fonctionnerait? On propose d'embaucher des dizaines de milliers de personnes en donnant la priorité, d'ailleurs, aux travailleurs du secteur pétrolier et gazier pour faciliter leur transition hors de cette industrie-là, de leur offrir des bons emplois pour aller coordonner, entraîner et faciliter la mise en place de divers projets de préparation aux urgences dans leur communauté et à travers le pays. On sait que dans l'Est, on a des grands problèmes d'érosion dus à la montée des eaux, d'érosion côtière. Donc, on doit protéger les berges. Comment est-ce qu'on fait ça? C'est des gros travaux d'infrastructure. On a des routes aussi qui sont en danger, des ponts, des pièces critiques d'infrastructure. C'est du gros travail. Ça va demander des milliards de dollars provinciales comme fédérales à travers plusieurs années pour équiper le pays à faire face à ces risques climatiques-là. Mais surtout, on a besoin aussi de la main-d'œuvre pour le faire. Alors, on propose de mettre ce corps de défense civile nationale au travail sur ces projets d'infrastructure-là, mais tout en les gardant aussi en réserve pour faire face à des moments d'urgence. Des moments d'urgence qui peuvent ressembler, comme je le disais, à des feux de forêt, à des inondations ou à d'autres menaces extérieures, avec l'entraînement nécessaire pour faire des missions de recherche, de sauvetage, combattre les incendies ou défendre les populations si nécessaire. Le Bloc québécois et nous considérons que le Canada est un État qui s'est fondé autour de l'exploitation des énergies fossiles. Bien qu'ils disent qu'il a une seule économie, on voit très bien que le Canada est plutôt plusieurs économies différentes selon les régions. Et donc, ce qu'on trouve, c'est que ce qu'on constate, c'est que le Québec est quasiment le chef de file en matière de production d'énergie verte. Donc, ce qu'on défend, c'est arrêter de nous mettre des bâtons dans les roues
continuer à nous aider à amplifier les initiatives que l'on fait comme l'hydroélectricité ou l'éolien au Québec, et puis cesser d'utiliser l'argent qui provient des impôts du peuple québécois pour aider l'exploitation des gaz, pas l'exploitation des gaz à effet de serre, mais l'exploitation des sables bitumineux et de tout ça. Donc, on est vraiment dans des cultures énergétiques différentes. Et le Bloc québécois, ce qu'il dit, c'est que le Québec est le chef de file là-dedans. On veut pouvoir continuer à aller là-dedans, l'électrification des transports, tout ce qui est aussi le logement, comment dire, éco-responsable. Ces éléments-là sont des trucs qui sont au cœur des valeurs du Bloc que le Bloc québécois défend. On est contre les projets qui sont de type gaz naturel, exploitation du pétrole. Vraiment, là-dessus, il n'y a aucune ambiguïté parce que c'est comme ça que notre tissu économique, c'est comme bâti au Québec, c'est à travers les grands projets comme Hydro-Québec. Donc, on pourra aussi le lier avec la question des Premières Nations plus tard, mais les différents projets où on est consterné par l'imposition par le gouvernement fédéral des projets qui causent un grand risque sur notre territoire de déversement de toutes sortes, de faire passer des tuyaux pour servir leurs propres intérêts et qui va à l'encontre des nôtres. Parce que ce qu'on leur dit, c'est donnez-nous l'argent puis on va amplifier des choses auxquelles on est déjà bon et qui sont déjà dans la transition écologique. Et on veut aussi talonner le gouvernement parce qu'au Bloc québécois, on est à 100% sur les accords internationaux, comme les accords de Paris, sur la réduction des GES, l'atteinte des cibles. Donc, on est vraiment toujours sur le front sur ce plan-là. Puis, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus pour nous. Au niveau des logements, il faut construire des logements éco-responsables. Donc, il faut mettre de l'avant donc l'idée que quand on construit des nouveaux logements au Canada, il faut que ce soit des logements au niveau qui économisent énergétiquement et donc qui soient énergétiquement responsables. Désolé. Donc, ça fait en sorte que ça peut paraître petit, mais par exemple, des pays comme l'Allemagne, ils ont fait des plans nationaux là-dessus et donc c'est quelque chose qui va récupérer beaucoup d'énergie parce qu'il y a beaucoup de chauffage, par exemple l'hiver et tout ça, d'énergie qui s'échappe parce qu'on n'a pas les bâtiments qui sont les mieux bâtis pour faire face à tout ça. Donc, il faut le faire. Il faut aussi aider les communautés qui sont donc impactées en premier par les changements climatiques, notamment les communautés des Premières Nations, Inuit et Métis. Donc, il faut les aider. Malheureusement, j'aime pas parler de ça, mais avec de s'adapter aux changements climatiques parce que les changements climatiques sont là, comme vous avez dit. Donc, il faut s'adapter aux changements climatiques. Il faut mettre de l'argent dans ces communautés-là. Il faut mettre aussi de l'argent dans une perspective, et les communautés autochtones ont beaucoup à nous apprendre là-dessus, dans une perspective vraiment éco-responsable, une perspective circulaire où tout ce qu'on construit, tout ce qu'on utilise est recyclé et réutilisé. Et donc, au niveau du droit autochtone, il y a énormément là-dessus. Il faut protéger nos fleuves, nos rivières, augmenter les régulations au niveau de ça. Il y a tellement de choses qu'il faut faire. Il faut investir énormément dans les énergies renouvelables. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on pourrait faire en prenant l'argent qu'on investit maintenant dans l'industrie du carbone, en prenant cet argent-là et l'investissant dans de l'énergie renouvelable, donc dans pas juste les éoliennes, mais l'hydroélectricité, toutes des choses comme ça. Il faut s'assurer aussi, on parlait de pipelines qui vont de l'ouest vers l'est, il faut une grille énergétique pan-canadienne qui va de l'est vers l'ouest. Il faut s'assurer que l'hydroélectricité qu'on utilise puisse
qui est une énergie plus propre, pas 100% propre, parce que ça a aussi dévasté des communautés autochtones, notamment dans la baie James et tout ça, les communautés Cris, les communautés Innu. Il faut prendre ça en considération, mais il faut s'assurer que notre grille propre puisse servir aussi dans les provinces de l'Ouest. Et il faut impliquer les Premières Nations, les communautés autochtones, Inuit et Métis à chaque pas dans cette transition-là, comme les travailleuses et les travailleurs. Mais d'abord, on va commencer par arrêter de dépenser de l'argent public au bénéfice de l'industrie pétrolière supposément canadienne qui est possédée à 70% par des intérêts étrangers. On va commencer par ça, c'est plusieurs milliards de dollars par année. C'est le gros du travail. Et c'est un gros travail. On doit faire un cap sur la production pétrolière. Beaucoup de gens qui parlent d'un cap sur l'émission, mais le problème, c'est que, bien évidemment, j'ai habité longtemps en Norvège où on parlait de l'électrification des plateformes pétrolières norvégiennes. Comme ça, on aurait moins d'émissions sur la balance norvégienne. Mais évidemment, ce pétrole-là, on l'exporte quand même. Donc, il va être consommé quand même ailleurs. Il va créer des émissions ailleurs. Et c'est pas parce qu'une émission est créée en Chine ou au Vietnam ou aux États-Unis qu'elle n'aura pas un impact ici au Canada. C'est de la science, c'est le b.a.-ba des changements climatiques. Peu importe où l'émission se passe ou se trouve, elle aura un impact global. Donc, on doit faire un cap sur la production. On doit cesser de financer cette industrie-là. Et on doit mettre cet argent qu'on utilise depuis trop longtemps pour aider ces entreprises-là à continuer à fonctionner, on doit le mettre au bénéfice, au travail pour créer l'infrastructure nécessaire à réduire la dépendance des Canadiens sur l'énergie fossile. Ça va coûter énormément d'argent et ça va prendre du temps. Là, pour l'instant, du temps, on n'en a pas beaucoup. L'argent, on n'en a pas non plus des tonnes. Le problème, c'est que les libéraux continuent à repousser les échéanciers. Les conservateurs, eux, les ignorent complètement. Le NPD est plus intéressé par protéger les travailleurs. On l'est aussi, mais on veut que ça se fasse en adéquation avec les besoins que la crise climatique nous impose présentement. Puis ça veut dire de mettre ces travailleurs-là au bénéfice non seulement de la préparation aux urgences, mais aussi de la transformation de nos édifices, de nos bâtiments, de nos routes pour favoriser la réduction de l'utilisation de ces gaz à effet de serre. Plus de panneaux solaires, de l'énergie éolienne, un corridor de transport d'électricité d'est en ouest et du nord au sud aussi. On a cette expertise-là au pays, on a les capacités de le faire. Ce qui manque, encore une fois, c'est le leadership politique, le courage politique de le faire. Malheureusement, les grands partis, malgré tous les Stephen Guilbeault qu'ils pourront avoir au ministère de l'Environnement, bien, ont démontré leur incapacité à le faire. Puis nous, notre job au Parti vert, c'est de maintenir cette pression-là. Mark Carney a aboli la taxe carbone pour les consommateurs. Cette taxe avait été mise en place par Justin Trudeau et avait été quand même considérée comme sa principale contribution à la lutte au changement climatique. Quelle est la vision de votre parti par rapport à la taxe carbone? La taxe carbone était une taxe qui était mal guidée dans le sens que c'est une taxe sur la consommation. Et nous, au NPD, les économistes appellent ça une taxe régressive. Il y a des taxes progressives, c'est-à-dire tu fais tant d'argent, tu vas payer tant. Ouais. Et une taxe régressive, c'est que ça s'applique de manière uniforme à tout le monde. Et je pense que c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de frustration dans la population canadienne, malgré le fait que l'impact sur le portefeuille des Canadiens et des Canadiennes de la taxe carbone était minime, même moindre, parce qu'on n'a pas vécu ici au Québec, parce qu'on ne recevait pas les chèques du gouvernement Trudeau, mais il y avait des chèques qui étaient envoyés par le gouvernement Trudeau qui faisaient en sorte que ça n'affectait pas nécessairement les gens. Les partis conservateurs ont fait, avec les grandes pétrolières, toute une propagande sur l'augmentation du coût de la vie à cause de la taxe carbone. Les PDG, là, ils n'ont pas besoin d'une taxe carbone pour augmenter leur prix. Il n'y avait pas besoin. Ils le faisaient avant la taxe carbone, ils vont le faire après. Par contre, on pense que c'est d'aller chercher de l'argent aux grands pollueurs qui est vraiment la façon de le faire.
Donc, une taxe directement sur les grands pollueurs. Pas juste une taxe. On a demandé aussi des réparations au niveau climatique pour les dégâts qui ont été faits par les grandes compagnies pétrolières et du gaz. Donc, de les obliger de payer des réparations à l'État canadien et aux communautés canadiennes qui ont été affectées par les changements climatiques et d'utiliser cet argent pour bâtir la transition énergétique. Je pense qu'il faut aller au-delà de ça. Et il faut mettre en place aussi des dispositifs publics, des entreprises. On a vu Hydro-Québec, par exemple. En Ontario, il y avait l'équivalent, mais ça n'existe plus parce que ça a été privatisé. Si on veut aller de l'avant dans une transition énergétique au Canada, la seule façon de le faire, c'est une planification économique qui va nous permettre, à travers l'État canadien, de véritablement porter cette transition-là. Donc, je divague un peu de la taxe carbone, mais c'est de dire qu'on peut avoir d'autres revenus, des revenus plus directs, des revenus qui vont aller chercher la source, les compagnies, les personnes qui ont véritablement utilisé, qui ont détruit le climat et pas monsieur, madame, tout le monde, parce que je ne pense pas que tout le monde est coupable de la même façon vis-à-vis des changements climatiques. Je pense qu'il y a des personnes qui sont un peu plus coupables que d'autres. La taxe carbone, c'est un excellent incitatif qui permet de dégager des sommes qui peuvent être réinvesties. Et donc, pour justement la transition écologique à travers différents projets. Alors, nous, ce qu'on dit, c'est on est favorable à ce type d'incitatif-là, puis on n'est pas surpris, là, justement, que le gouvernement, finalement, fasse volte-face sur cet aspect-là et renie quelque chose qui finalement était dans... Il y a comme une hypocrisie là, d'être dans l'exploitation des sables bitumineux, puis là, tout d'un coup, d'enlever la taxe carbone. Ce qu'on dit, c'est, au Bloc québécois, les sommes qui sont, comment dire, on est pour que, dans le fond, au Québec, on ait cet élément-là et que ces sommes-là puissent être utilisées pour faciliter le développement et la transition écologique. Donc, il y a vraiment ici une distinction claire là, pour les gens qui sont intéressés par les changements climatiques. C'est pas avec le Parti libéral là, que vous allez trouver une proposition politique qui répond à ces aspirations-là. Donc, au contraire, au niveau du Bloc, on dit ce type d'incitatif à la transition écologique est très bon, est un outil valable pour lequel on souhaiterait que l'argent qui est récupéré avec ça puisse être réinvesti au Québec, toujours en suivant les projets qui nous sont propres dans notre... là, je ne sais pas si je viens d'inventer, notre culture énergétique. Le fardeau de l'adaptation puis de la mitigation face au changement climatique ne devrait pas reposer sur le consommateur canadien. Ce fardeau-là doit reposer sur le gouvernement canadien et sur l'industrie pétrolière, qui doit payer pour les dommages qu'elle fait et qu'elle a fait depuis des décennies. La taxe carbone, c'était une belle tentative d'abord initialement proposée par les conservateurs, il faut le rappeler, parce que c'était leur solution favorite à l'époque, qui a ensuite été récupérée par les libéraux qui l'ont maintenant jetée aux poubelles dès le moment où les conservateurs ont réussi à la rendre impopulaire. Ça en dira quand même assez long sur la capacité des libéraux à faire face à la pression. Mais au-delà de ça, bon, la taxe carbone, elle a quand même eu un petit impact sur la réduction des émissions, mais c'est venu à un coût extraordinaire sur l'abordabilité, sur les questions d'abordabilité, puis de l'écart de la richesse au Canada. Plutôt que de blâmer les causes de cet écart de richesse-là, qui sont des taux d'imposition aux entreprises beaucoup trop bas, qui sont, encore une fois, la continuation de profits grotesques par les grosses entreprises au détriment des travailleurs, plutôt que de mettre l'emphase sur les causes réelles de cette crise de l'abordabilité, bien, c'était beaucoup plus facile de jeter la taxe carbone en face de l'autobus ou en dessous de l'autobus, et c'est exactement ce que les libéraux ont fait. Nous, on pense qu'il est possible
d'aller chercher cet argent-là chez les grandes entreprises, les grandes pétrolières. Non seulement possible, mais nécessaire de le faire. Et qu'on doit absolument équiper les Canadiens à pouvoir réduire leur consommation de combustibles fossiles. Quand j'ai mon oncle au Lac-Saint-Jean qui habite dans un petit village, qui habite à l'extérieur d'un petit village, puis qui doit prendre l'auto pour se rendre à l'épicerie, puis que l'épicerie locale qui fait partie d'un des conglomérats monopolistiques qui existent au Canada, qui a des ententes avec des fournisseurs à Montréal, plutôt qu'avec des fournisseurs locaux, fait venir des œufs qui pourraient être produits à telle place, mais qui, à la place, vont être produits dans les grosses usines ici, dans la région métropolitaine. Bien, évidemment, il est pris dans un engrenage dans lequel il n'a jamais participé. Puis ça, c'est le cas de la plupart des Canadiens. On est né dans un État, dans une société qui est bâtie sur le combustible fossile. Et là, soudainement, c'est comme si la taxe carbone nous punissait d'être nés dans ce système-là. C'est là qu'il y a un problème. C'est là où nous, on dit que l'État doit prendre la responsabilité, assumer le coût de cette transition-là. C'est plus nécessaire que jamais maintenant, d'autant plus que, encore une fois, les libéraux se sont débarrassés du seul outil réel qu'ils avaient mis en place pour essayer de régler la crise climatique. Le Parti libéral n'a pas pu répondre à notre demande d'entrevue. Depuis son arrivée au pouvoir, Mark Carney, le chef libéral, a aboli par décret la taxe sur le carbone pour les consommateurs. Les libéraux veulent aussi pénaliser les importations fortement polluantes. Le chef libéral veut mettre en place un corridor énergétique et s'est montré ouvert aux pipelines. Il veut aussi accélérer les projets énergétiques en diminuant les évaluations environnementales. Le Parti conservateur a décliné notre demande d'entrevue. En matière d'environnement, Pierre Poilievre, le chef du parti, a dit vouloir faciliter la construction de pipelines dans le pays et veut abolir entièrement la taxe carbone, y compris le volet industriel. Il voudrait aussi déréglementer le secteur de l'énergie en éliminant les plafonds de gaz à effet de serre et en accélérant l'approbation des projets.